et merci de me recevoir aujourd'hui. Merci surtout aux membres de l'ABA qui ont organisé le colloque et qui me font l'honneur de m'inviter, de me recevoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la condition des femmes au Népal au regard de l'hindouisme aujourd'hui. Donc je vais vous présenter une recherche que je suis actuellement en train de mener et qui fait suite à mes recherches doctorales. Je tiens à introduire ma présentation en vous présentant un peu qui je suis, puisque je pense que peu d'entre vous me connaissent. Donc voilà, je suis docteur en anthropologie au regard de l'Université de Lille 1, mais plus largement, effectivement, docteur en sciences politiques et sociales à l'Université de Mons. En réalité, c'est une co-tutelle de direction. Je n'ai fait qu'un doctorat, je vous rassure. Et je donne cours en anthropologie à l'Université de Mons, en ethnologie à l'Université de Lille et dans le master de spécialisation en études de genre, je donne un cours qui s'intitule Genre et corps. Et voilà, j'ai mené mes recherches doctorales dans le cadre d'une co-tutelle, comme je vous l'ai indiqué, il y a déjà quelques années maintenant. Je viens de fêter les 10 ans de ma thèse de doctorat. Durant cette thèse de doctorat, je me suis intéressée particulièrement à la question des pratiques matrimoniales. Donc en fait, je me suis inscrite dans le champ de l'anthropologie de la parenté et en particulier de l'anthropologie dans le domaine de l'alliance. Et très rapidement, mes recherches ont porté sur les couples mixtes à Katmandou, donc les couples intercastes, interethniques, interreligieux à Katmandou. Alors j'insiste toujours en évoquant le fait que ces recherches ont été menées à Katmandou et pas ailleurs, pas dans les milieux ruraux, parce qu'il est très probable que mes conclusions en fait, auraient été très différentes si j'avais travaillé dans des milieux plutôt ruraux. Donc pendant ces recherches doctorales, ça vous expliquera un peu le fait de présenter ça, pourquoi je suis là et pourquoi je viens parler de la condition des femmes aujourd'hui. Dans ces recherches doctorales, je me suis intéressée à beaucoup d'aspects du choix du conjoint, des représentations de l'amour, mais plus largement, j'ai fait beaucoup de terrain à Katmandou pendant 6 ans à peu près, et j'ai continué à en faire après ma thèse, où j'ai pu observer les rites du mariage, les rites religieux ou les rites plus laïques, parce qu'il y en a. Je me suis intéressée très fortement aux représentations de l'amour chez les personnes concernées par ces couples mixtes. Donc j'ai fait des analyses qualitatives en procédant à des entretiens avec pas mal de couples. Après avoir observé leur rituel de mariage notamment, je me suis beaucoup intéressée aussi aux incidences des mutations sociales qui ont eu lieu au Népal aux alentours des années 90, enfin depuis les années 90 jusqu'aux les années 2010 et puis même 2015, l'instauration de la nouvelle constitution. Et également, ce qui m'a amené tout doucement à glisser vers une nouvelle thématique de recherche, j'ai également en fait abordé dans ces enquêtes sur le mariage mixte au Népal les rapports sociaux de sexe entre le mari et son épouse au sein des couples mixtes népalais. Parce qu'il faut avouer que ces couples ils représentent qu'une toute petite proportion des couples népalais, puisque la grande majorité des couples sont des couples arrangés. Alors ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'il n'y a pas d'amour. Ça ne veut pas dire non plus qu'il y a forcément de l'amour dans les couples mixtes. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant à observer. Tout dépend évidemment de la définition qu'on en donne. Voilà, donc mes enquêtes m'ont amené à m'intéresser notamment à la question des rapports sociaux de sexe. Et puis, plus tard, ma carrière d'anthropologue a subi pas mal de changements, de pérégrinations, d'errance même à certains moments, et de changements dans ma vie privée. Le fait d'être devenue maman, par exemple, m'a empêchée de retourner sur mon terrain de prédilection pendant quelques années. Et en fait, j'ai recommencé à travailler sur des thématiques liées au Népal parce que, quoi qu'il arrive, j'ai été attirée de nouveau par les problématiques qu'il s'y pose. En fait, j'ai commencé il y a 2 ans une nouvelle thématique de recherche sur la question des droits des femmes et des négociations au niveau international à la Commission pour la condition de la femme qui se tient chaque année à l'ONU. Donc, j'ai eu l'opportunité de diriger un groupe de travail ici
en Belgique qui a alimenté la position que la Belgique a tenue dans ses négociations à l'ONU. Et donc j'ai eu l'opportunité d'observer les négociations informelles. Et c'est là que finalement le hasard m'a amené à travailler à nouveau sur le Népal. Alors ce n'est pas dans les négociations informelles que j'ai été attirée à nouveau par la question du Népal, mais c'est plutôt dans les événements parallèles, les événements qui sont organisés donc à l'extérieur du quartier général de l'ONU, où toutes les ONG se rencontrent et viennent débattre à la fois des problématiques qui sont rencontrées à travers le monde, notamment la question de la santé sexuelle et reproductive, et viennent aussi proposer des rôles modèles, des bonnes pratiques, si vous voulez, dans la mise en place de stratégies qui visent à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'autonomisation des femmes dans toute leur diversité, selon les termes de l'ONU. Et donc c'est dans les événements parallèles, en rencontrant des ONG qui travaillent à Katmandou, que j'ai de nouveau recommencé à travailler avec le Népal. Et puis de fil en aiguille, le Népal m'a appelé aussi, ayant des connaissances notamment en France, avec l'association France-Népal, en Belgique, ayant pas mal de contacts aussi avec l'ambassade du Népal à Bruxelles. Et puis voilà, je suis retournée très récemment faire un terrain de recherche à Katmandou. C'était mon 18e terrain de recherche, mais le premier portant exclusivement sur la question de la condition des femmes. Ce terme, la condition des femmes, je ne l'ai pas choisi au hasard. J'ai voulu m'inspirer du titre tout simplement de cette CSW. Donc en anglais, c'est Commission on the Status of Women. En français, on traduit cela par le terme condition de la femme, pas statut de la femme. Et ça m'a amené à rencontrer l'été dernier des personnalités qui sont influentes sur la question du droit des femmes au Népal, notamment des personnalités qui ont contribué à la rédaction du rapport des 30 ans de la mise en œuvre de la plateforme d'action de Pékin, puisque en 2025, on va fêter les 30 ans de la Convention de Pékin et de la plateforme d'action de Pékin. Et donc, voilà ce qui m'a amené à travailler à nouveau sur des thématiques liées au Népal, mais dans une approche un peu plus internationale, puisque mes recherches, elles portent à la fois sur ce qui se passe d'un point de vue des politiques publiques, d'un point de vue politique de manière générale, mais aussi d'un point de vue international. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le Népal, qui est un peu coincé entre ces deux grands voisins que sont l'Inde et la Chine, négocie sa place et veut se montrer comme un leader sur la question de l'égalité des femmes et des hommes et l'autonomisation des femmes sur la scène internationale et plus précisément au niveau des pays du SAARC countries, donc c'est l'Inde, le Népal, le Pakistan, le Bangladesh, la Malaisie, le Sri Lanka. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est donc en partie une recherche exploratoire. Donc, je n'ai pas encore formulé de nombreuses conclusions sur mes enquêtes, à part quelques-unes qui permettent de nuancer une approche peut-être un peu trop ethnocentrique, orientaliste, selon laquelle l'hindouisme serait avant tout une religion patriarcale. Alors effectivement, oui, l'hindouisme comporte dans les nombreux dogmes, les nombreux textes religieux, des approches extrêmement sexistes et misogynes, avec une position des femmes comme étant déterminées à un rôle bien prédéfini, notamment au sein des structures familiales. Mais voilà, ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est un regard sur l'évolution de la condition des femmes, le lien entre cette évolution de la condition des femmes et les mouvements sociaux et politiques qu'il y a eu ces dernières années dans le pays. Je vais essayer d'aller très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et le lien entre la politique et l'hindouisme au Népal, puisque le Népal est un pays qui, contrairement aux exemples qui ont été évoqués jusqu'à maintenant au sein de ce colloque, eh bien, le Népal est un pays qui s'est vraiment très récemment laïcisé d'un point de vue de la Constitution. En l'occurrence, vous voyez ici un
une très brève chronologie du contexte politique népalais, à savoir que le pays a été unifié en 1768 par un prince Gorkha qui a donc réuni plusieurs petites royautés en 1768, et cette dynastie de rois, les rois Shah, a régné sur le Népal jusqu'en 1846, où le pouvoir a été d'une certaine manière confisqué par une dynastie de premiers ministres, les Rana. Les Rana ont quant à eux dirigé le pays pendant presque 100 ans, puisque c'est seulement en 1951 que le pouvoir est revenu aux mains de la dynastie des rois Shah. Alors entre 1951 et 1996, je n'ai pas indiqué de date, mais en réalité il y a beaucoup de dates qui sont extrêmement importantes, notamment des dates liées à la fin du système des panchayats, des dates liées à la condition des femmes, mais malheureusement je ne peux pas passer trop de temps à exposer ceci aujourd'hui. J'ai préféré cibler des dates très décisives dans l'histoire du pays, et notamment 1996, qui est la date du début des insurrections maoïstes au Népal. Alors les insurrections maoïstes, elles ont duré pendant près de 10 ans, et elles se sont terminées en 2006 par un accord de paix qui a été signé à Katmandou et qui a recommencé ou réinstauré un système qui allait vers plus de démocratie. Entre-temps, il y a quand même un épisode assez intéressant et important qui est celui du massacre de la famille, de l'ensemble de la famille royale népalaise. Et à ce moment-là, c'est le frère du roi qui a hérité. Alors, je vais quand même prendre 2-3 minutes pour en parler parce que c'est intéressant. Il n'y a pas encore vraiment de version officielle, même si la grande majorité des versions s'accordent à dire que c'est le fils du roi, donc le prince héritier, qui aurait massacré l'ensemble de sa famille, donc son père, sa mère, et se serait suicidé ensuite, pour des raisons qui seraient liées, alors là encore, n'était pas dans sa tête et il n'y a pas vraiment de version officielle, des raisons donc qui seraient liées au désaccord du roi quant au choix d'épouse du prince héritier, à savoir que le prince héritier entretenait une relation avec une femme ne faisant pas partie de sa caste à ce moment-là, une relation qui n'était donc pas du tout tolérée et acceptée par la famille royale, et il aurait massacré l'ensemble de sa famille pour cette raison. Je l'indique toujours au conditionnel parce qu'il n'y a pas vraiment de dernière version. Il y a certaines versions qui affirment que ce sont les maoïstes qui ont tué l'ensemble de la famille royale. D'autres versions un peu plus complotistes encore affirment que c'est sous l'égide de la CIA que la famille royale aurait été massacrée. Mais donc, de manière générale, l'explication qui est la plus acceptée au Népal, c'est celle selon laquelle c'est bien le fils héritier, le prince héritier, qui aurait massacré l'ensemble de sa famille. Alors, je vous ai dit que les guérillas maoïstes se sont soldées par un accord de paix en 2006, et suite à quoi a été promulguée une constitution provisoire en 2007, et en 2008, on a aboli la monarchie et le président Ram Bharav Yadav a pris ses fonctions en tant que premier président du Népal. Alors, c'est un peu particulier, c'est un choix de ma part. J'ai décidé de parler des présidents et pas des premiers ministres, même si en réalité, le président du Népal a une fonction qui est assez limitée, hein. Ce n'est pas du tout des fonctions similaires à celles du pouvoir centralisé français, par exemple. Mais c'est un choix parce que j'avais envie aussi de vous parler de la seconde présidente du Népal, la première sous la dernière constitution, puisque entre 2007 et 2015, c'est une constitution provisoire, interim constitution, c'était bien indiqué dans les textes qui prévalaient. Cette constitution provisoire, elle a été promulguée dans une période quand même assez trouble politiquement parlant.
où voilà, il y avait énormément de dissensions d'un point de vue politique, des élections qui ne menaient pas, un peu comme en Belgique, à pouvoir déterminer le gouvernement de manière aisée. Il n'y avait pas un seul grand parti majoritaire. C'est encore toujours le cas d'ailleurs au Népal. Et c'est suite au tremblement de terre de 2015, donc le 28 avril et le 12 mai 2015, où il y a eu 2 tremblements de terre meurtriers qui ont fait plus de 10 000 morts, que la situation politique a commencé tout doucement à se débloquer. Donc, il est clair que beaucoup d'interprétations affirment que ce sont ces événements dramatiques qui ont un peu pressé les choses d'un point de vue politique et qui ont amené à promulguer la nouvelle et définitive constitution du Népal et qui ont amené à instituer Bidya Devi Bhandari, première femme présidente du Népal, qui fait partie d'ailleurs du parti unifié marxiste-léniniste. Aujourd'hui, enfin depuis 2023, c'est un nouveau président. Lui, il est du parti du Congrès, assez similaire à celui de l'Inde, avec quand même quelques distinctions. Mais voilà, il y a une tournante aussi d'un point de vue des partis politiques qui sont dans les hautes fonctions de l'État. J'ai continué mon introduction en évoquant brièvement, ça va être un challenge, mais malgré tout en essayant de vous planter le décor quant au contexte social et religieux du Népal, à savoir que depuis la création du pays, les populations du Népal ont été répertoriées et ont fait l'objet d'un recensement de la part de l'Institut national de statistique en fonction de leur identité, et cette identité, elle dépend en fait des castes et des groupes ethniques. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné dans ma chronologie, mais jusque 2007, on était donc au Népal dans un régime monarchique, voire même pendant très longtemps dans un régime de monarchie absolue de droit divin, puisque le roi du Népal était considéré un peu comme une réincarnation de Vishnu. Alors, non seulement on était dans une monarchie religieuse, mais en plus de ça, la constitution népalaise jusqu'en 2007 était très fortement inspirée de textes religieux hindouistes, en l'occurrence les lois de Manu notamment, et ça a amené à répertorier les populations en fonction de catégories qui sont pertinentes dans l'hindouisme, notamment les catégories des castes. Alors les castes, pour la petite histoire, hein, ce sont des groupes qui, selon les textes originels, notamment les lois de Manu, encore une fois, mais pas que dans les lois de Manu, ce sont des groupes qui seraient issus de l'être suprême, qui de sa tête aurait fait les brahmanes, les prêtres, les chefs spirituels. De ses bras, il aurait créé les kshatriyas, qui sont là ici en première position, donc c'est ceux qui représentent la plus grande proportion de la population népalaise. Les kshatriyas, ce sont les guerriers et les princes. De ses jambes, il aurait créé les sudras, qui sont les vaishyas, qui sont les artisans, les commerçants, et de ses pieds, il aurait créé les sudras, qui sont les serviteurs et les esclaves. En dessous de ces 4 castes, comme vous le connaissez probablement en Inde, il y a toute une partie de population hindouiste, mais qui ne sont pas dans le système des castes, qui sont en dessous, puisque c'est hiérarchisé, hein, qu'on appelle les Dalits, que vous voyez Dalit ici, les Dalits des régions du sud et les Dalits des régions plutôt des collines. Les Dalits, les intouchables, ou encore, comme les appelait Gandhi, les enfants de Dieu, ce sont toute une série de populations qui ont vécu et qui vivent encore aujourd'hui, malgré l'interdiction de la discrimination par la caste, toute une série de discriminations, que ce soit en matière d'accès à l'emploi, en matière d'égalité des chances, égalité économique, en matière de pratiques matrimoniales aussi. Donc j'ai beaucoup observé de couples intercastes avec une des 2 personnes qui est
Dalits intouchables. Et il y a encore une autre catégorie de population au Népal qu'on appelle les Janjati, qui regroupent en fait toute une série de populations tibéto-birmanes, plutôt de confession bouddhiste, mais aussi hindouiste. C'est très hindouisé en fait. Alors, c'est vrai que moi, quand je vois ces statistiques qui proviennent du dernier recensement effectué en 2021 par cet Institut national des statistiques népalaises, je suis assez perplexe parce que dans mes enquêtes, j'ai évidemment pu observer les conséquences de la mixité au sein du couple, et notamment la question de la transmission de la culture et de l'identité. La transmission, puisqu'on est dans un système patrilinéaire, elle se fait forcément en fonction de la caste ou de l'identité du père, même si, comme 20% des hommes du Népal, les hommes sont bien souvent absents et les enfants peuvent donc être élevés dans la culture ou dans l'identité ethnique de leur mère, mais ils doivent toujours, aux yeux de la loi, se définir dans l'identité, la caste ou le groupe ethnique de leur père. Ça pose un peu des problèmes sur ces identités. Alors, je crois que ce qui est intéressant, justement, on le voit dans ce tableau-ci, c'est que on ne le voit pas très bien entre 2011 et 2021, mais on le voit dans des chiffres plus anciens. En fait, la proportion de Kshetri, de Kshatriya, augmente au fur et à mesure des années, notamment, en tout cas c'est une de mes hypothèses, en raison de cette dégradation de caste due au mariage intercaste. Donc, quand il y a un mariage intercaste entre brahman, un homme brahman et une femme d'une caste inférieure, il y a dégradation de la caste. Et donc les enfants doivent s'inscrire comme faisant partie du groupe plutôt des kshatriyas. Voilà pour le contexte social, démographique, qui est toujours recensé à travers des catégories liées à la religion. Alors c'est la même chose pour le contexte religieux. Ce matin, j'ai écouté avec attention les présentations des intervenants qui évoquaient aussi des statistiques sur l'autodétermination, la définition de soi en matière de religiosité. Eh bien, en Népal, comme vous le voyez, il n'y a pas de catégorie pour non-religieux ou pas de choix, ou athée ou laïque. Il n'y a pas cette possibilité. Là aussi, c'est très particulier parce que dans le cadre du recensement, les personnes doivent choisir parmi les possibilités qui leur sont proposées. On voit donc que, c'est peut-être un peu petit, non pour vous, ça va. On voit donc que un peu plus de 81% de la population se définit comme étant de confession hindouiste et un peu plus de 8% se définit comme étant de confession bouddhiste. Mais je crois qu'appréhender les choses de cette manière au Népal est une gageure, puisque dans de nombreux groupes ethniques, notamment pour le groupe ethnique des Newars, qui vivent en grande partie dans la vallée de Katmandou, lorsqu'on leur demande de faire un choix sur la religion qu'ils pratiquent, ils vont choisir l'hindouisme, mais en réalité, leurs pratiques religieuses font état d'une vraie hybridation ou d'un bricolage entre plusieurs formes de religiosité, l'hindouisme et précisément le bouddhisme. Donc il y a énormément de groupes qui pratiquent des formes hybridées de ces pratiques religieuses. Et il y a également, ce qui n'est pas vraiment cité dans ce recensement, des pratiques chamanistes qui traversent les frontières ou les barrières des religions au sein des différents groupes ethniques. Alors, ce contexte religieux, il m'amène à vous parler de la question de la politique, du contexte politique au Népal. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du Népal. Je n'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé. À 30. Je dois aller beaucoup plus vite, effectivement.
Il ne faut pas me dire ça. Voilà, donc en ce qui concerne le contexte politique du Népal, eh bien, on est vraiment face à un pays qui s'est très récemment laïcisé. Hein, donc à partir de 2007, on a vraiment une constitution laïque et ça a été encore entériné par la promulgation de la constitution définitive en 2015. Mais ce que j'ai pu observer tant dans mes enquêtes que dans la littérature scientifique ou dans la presse népalaise, c'est qu'il y a malgré tout une intrication profonde entre les questions politiques et les questions religieuses au Népal, et ce même dans des partis ou des groupes politiques que l'on pourrait croire ou voir comme étant profondément athées ou laïques. En l'occurrence, je parle des maoïstes, des maobadis qui ont fait les guérillas maoïstes pendant une dizaine d'années. Alors, au-delà de cette intrication profonde entre la religion et l'aspect politique, il y a aussi récemment des groupes politiques comme le Hindu Rashtra qui refont surface et qui commencent à gagner en popularité. Alors celui-ci, le Hindu Rashtra, c'est un parti politique qu'on retrouve plutôt dans le sud du pays, donc dans des populations qui sont très proches quand même des populations indiennes de l'Inde. Et c'est un parti politique qui prône vraiment le retour à la monarchie hindouiste. Alors là, carrément, au-delà de la volonté de revenir à une monarchie hindoue, l'idéologie politique de ce parti, elle est très similaire à celle qu'on peut retrouver parmi les partis politiques d'extrême droite indienne, des partis qui ont une volonté de recréer l'Hindutva, donc c'était un pays, un État hindouiste. Alors là, on est face à un parti politique assez extrême, mais malgré tout très minoritaire. Par contre, il y en a un autre, le Rastriya Shakti Népal, qui est plus populaire quand même et qui, lui, gagne beaucoup de terrain ces dernières années, notamment depuis 2020. Donc là, vous voyez une image des principales personnalités dans ce parti politique. Et pourquoi il gagne du terrain ces dernières années? Eh bien, notamment parce que le roi qui a été destitué, l'ancien roi, le frère de celui qui a été massacré en 2001, a récemment pris parti et s'est impliqué dans des manifestations et dans des campagnes qui visent à restaurer la monarchie hindoue, alors même que ça fait, donc là c'était en 2020, ça a repris vraiment ce parti politique, alors même que cela ne fait que quelques années que la constitution laïque a été mise au point. Alors tout ça m'amène à vous parler de la question des femmes. Je ne vais pas vous faire l'historique de la condition des femmes en entier, j'ai voulu quand même vous présenter une ligne du temps, une chronologie qu'il faut prendre encore une fois avec beaucoup de pincettes. Je prends l'exemple de la date de 1951. Pour rappel, 1951, c'est la date à laquelle on a restauré le pouvoir des rois Shah sur le Népal, et c'est la date à laquelle beaucoup de mutations politiques ont commencé à être mises en place, mais ça a été très lentement, et notamment les femmes ont obtenu à cette date le droit de vote. En réalité, elles n'ont pas vraiment voté tout de suite. Il a fallu attendre près d'une quarantaine d'années pour que ce droit de vote des femmes soit généralisé, puisqu'on était quand même dans un système autoritaire et très peu démocratique. Alors l'avortement, dont on a aussi beaucoup parlé ce matin, a été obtenu en 2002. Même s'il était déjà pratiqué, notamment dans des cliniques privées à Katmandou par des médecins qui dépassaient les règlements, les lois. Voilà, je vous propose de ne pas trop rester longtemps sur cette question de la chronologie de la condition des femmes au Népal.
Je voudrais évoquer quand même les problématiques qui touchent les femmes au Népal au regard de la question de l'hindouisme. Tout d'abord, il faut savoir que c'est un pays où on observe encore de très grandes problématiques de violence basées sur le genre, gender-based violence, à l'encontre des femmes. En l'occurrence, la question des violences domestiques fait beaucoup parler, suite aussi à des mouvements internationaux. Vous connaissez tous le mouvement, le hashtag MeToo, qui a lancé notamment en ligne des vagues de dénonciation. Donc il y a eu beaucoup d'influence aussi au Népal de ces mouvements internationaux, de ces approches féministes. Les autres problématiques qui touchent les femmes au Népal, c'est la question du mariage des enfants, des mariages très précoces. La question de la traite des femmes et du système du Kamla Hari, l'accès aux droits et à la santé sexuelle et reproductive. Je vous ai dit que l'avortement a été légalisé en 2002, mais bien que des médecins le pratiquaient déjà avant et que depuis 2002, des médecins la pratiquent officiellement et légalement, il y a quand même encore toujours énormément de barrières à l'accès à cette santé sexuelle et reproductive, puisque les médecins sont libres aussi de choisir s'ils souhaitent ou non pratiquer ces avortements. Les inégalités salariales et les inégalités d'accès à l'emploi sont énormes. Il y a un écart salarial qu'il faudra des générations avant de pouvoir le dépasser. Et la question de la représentation des femmes dans les instances politiques est très intéressante à aborder également. Je vais aller très vite sur ces questions-là. Il faut savoir que depuis la constitution intérimaire de 2007 et avec la constitution définitive, les femmes ont obtenu des quotas de discrimination positive pour être beaucoup plus représentées dans les différentes instances politiques à un niveau national, mais aussi au niveau local. Par exemple, dans les représentations politiques au niveau des communes, il y a des quotas vraiment qui sont réservés aux femmes et même aux femmes dalits. Alors, au niveau national, 33% des sièges au Parlement sont désormais réservés aux femmes. Ce qui nous donne des graphiques. Alors, il y en a plusieurs que je vais vous présenter qui sont... je ne vais pas tous les commenter, mais visuellement, c'est très marquant. On voit que les évolutions ont été extrêmement rapides sur des points qui, précisément, sont les éléments qui sont pris en compte pour analyser, à l'échelle globale et internationale, la condition des femmes. C'est-à-dire qu'à l'échelle globale, que ce soit via ONU Femmes, via les commissions pour les conditions de la femme ou via beaucoup d'autres organismes qui traitent de ces questions-là, il y a des critères très précis comme la représentation des femmes en politique, comme le taux d'accouchement qui se font avec la présence d'un personnel médical formé, comme la mortalité infantile. Donc ce sont des indicateurs très précis qui, à l'échelle internationale, font sens pour analyser la condition des femmes. Et justement, précisément, ce sont sur ces aspects-là que la condition des femmes a fortement été améliorée ces récentes années au Népal. On le voit donc ici avec la proportion de sièges qui sont occupés par des femmes au Parlement népalais. Alors là, il faut encore une fois nuancer, parce que ce n'est pas parce qu'il y a 33% de femmes dans le Parlement ou qu'il y a beaucoup de femmes représentées dans les instances plus locales que celles-ci sont visibles. Ici, par exemple, j'ai pas mal fait d'analyses de contenu de mouvements féministes népalais, notamment Feminist Futures Nepal, une association qui... plutôt à un féminisme libéral et assez universaliste, qui dénonce le fait que malgré la présence des femmes dans les instances politiques, elles sont en réalité très peu visibles, très peu entendues et elles se manifestent très peu dans les débats politiques. Alors parfois, quand elles sont visibles, eh bien, il s'agit simplement de décrire, c'est pas très... lisible pour vous, mais voilà, Glamour in Parliament. Donc on va décrire, comme on l'a fait aussi ici en Belgique, finalement, avec la première femme première ministre en Belgique, Wilmès, on va décrire leur tenue. Elles sont glamour au Parlement et il faut qu'on parle de ça et pas des thématiques qu'elles vont mettre en avant dans leur programme politique. Donc ça, ce sont des choses qui sont dénoncées, parce que
cette présence formelle dans les institutions politiques masque en fait leur invisibilité ou le peu de place qui leur est accordée en réalité dans les débats. Alors, à un niveau international, le Népal fait vraiment bonne figure, hein, tant d'un point de vue asiatique, si on le compare par rapport aux autres pays du SARC, les pays avoisinants, qu'à l'échelle globale de l'Asie ou du monde, le Népal fait vraiment bonne figure. Parce que précisément, c'est une hypothèse de ma part, mais il y a pas mal d'indicateurs qui nous permettent de le dire, précisément les éléments sur lesquels les politiques publiques ont investi, ce sont ces indicateurs-là et pas d'autres. Il y a beaucoup d'autres problématiques qui n'ont absolument pas été résolues. Alors vous voyez, hein, par exemple, ce graphique qui montre une chute extrêmement forte, et on peut s'en réjouir vraiment, de la mortalité maternelle. Ici, on voit, ce n'est pas un graphique linéaire, c'est avec des points, mais on voit quand même qu'il y a une augmentation fulgurante de la proportion de naissances qui se font en présence de personnel médical compétent. Donc, ce n'est pas seulement des médecins, hein, c'est aussi des infirmières. Alors là, il y a eu énormément de fonds via les ONG ou via la coopération internationale pour former du personnel médical compétent à accompagner les femmes dans la naissance. Malgré tout, 81% des accouchements au Népal aujourd'hui se font toujours à domicile, puisque l'accès aux infrastructures de la santé est toujours extrêmement difficile. Je vais aller très très rapidement parce que je vois que mon temps de parole est déjà dépassé. Sur la question du travail et de la place des femmes dans la force de travail au Népal, il faut savoir que pour le travail salarié, je précise parce que c'est important, la proportion des femmes à la force de travail est de 28%, ce qui est très faible hein, en comparaison d'autres pays. 70% des femmes sont impliquées dans l'agriculture, donc dans du travail non salarié, hein, sont du travail pour les groupes familiaux. Et seulement 19% des femmes possèdent environ 5% des terres du pays, ce qui est très paradoxal et ce qui est très choquant au regard des populations dans les régions rurales. Alors en moyenne, on estime que 20% des hommes népalais migrent un jour dans leur vie et qu'il y a plus ou moins 20% des hommes népalais qui sont 20% des Népalais, de manière générale, qui sont à l'étranger. Dans les régions rurales, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire que, même dans mes terrains, j'ai pu l'observer, les villages sont désertés par les hommes. Ce sont les femmes qui gèrent les exploitations agricoles, les espaces domestiques. Et malgré tout, malgré ce pouvoir, ou en tout cas cette implication dans l'agriculture, elles ne possèdent qu'une très faible proportion du patrimoine agricole, malgré qu'elles peuvent aujourd'hui légalement et de manière égalitaire hériter de leurs parents. Ce travail des femmes, il est aussi assez symptomatique puisqu'on voit qu'il y a un écart salarial très élevé de 30%. Il y a aussi de nombreuses problématiques de violence au sein des milieux professionnels, puisque 43% des femmes népalaises affirment avoir été victimes de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Je vais aller encore plus vite. Il y a... Bon, je pourrais en parler toute la journée, hein, si je veux parler des problématiques rencontrées par les femmes au Népal. Il y a la question donc, de la pauvreté, de l'accès à l'éducation et de l'alphabétisation, à savoir qu'il y a toujours un investissement beaucoup plus conséquent dans l'éducation des garçons que dans l'éducation des filles, puisque dans les approches traditionnelles ou dans les approches coutumières, l'idée est que les femmes sont destinées à avoir pour rôle principal celui de s'occuper de leur famille, de leur mari, des parents de leur mari et de leurs enfants.
Ça, ce sont des rôles qui sont notamment prescrits dans les textes religieux et en l'occurrence dans les lois de Manu. Les mariages précoces sont encore une problématique toujours très importante. J'avais envie aussi de vous parler des féminismes parce qu'au-delà de ces problématiques, il y a de nombreux mouvements qui se sont manifestés depuis déjà bien longtemps. Hein. Déjà dans les années 60, on avait des mouvements féministes, mais qui ne se définissaient pas vraiment en tant que tels, mais dont la pratique réelle, dont les actions avaient pour vocation de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines approches féministes qui ont eu beaucoup plus d'écho là-bas avant nous, en Europe occidentale. Je pense par exemple à l'approche du féminisme intersectionnel théorisée aux États-Unis par une juriste afro-américaine et qui explique les dominations des femmes comme étant au croisement de plusieurs formes de domination. Ça ne veut pas dire que c'est une accumulation de dominations qui se complètent, qui s'ajoutent les unes aux autres, mais qu'il faut comprendre la position des femmes comme étant au croisement de plusieurs systèmes de domination économique, religieux et de genre. Et ben voilà, le féminisme intersectionnel a beaucoup de popularité au Népal. Évidemment, ça cadre bien avec le système social de discrimination par les castes, hein, où on veut mettre l'accent sur le fait que les femmes qui sont issues de groupes favorisés comme les femmes brahmanes ou kshatriyas subissent moins de formes de discrimination ou ont moins partent avec un bagage moins lourd que les femmes issues de groupes ethniques minorisés ou de groupes carrément ostracisés dans la société népalaise comme les Dalits. Il y a donc toujours énormément de problématiques actuelles, ce que révèle le rapport publié il y a très peu de temps, le rapport des 30 ans de Pékin, le rapport qui analyse l'évolution de la condition des femmes depuis la mise en place de la plateforme d'action de Pékin, c'est que les rôles traditionnels n'ont pas beaucoup évolué malgré une forme de laïcisation de l'État. Il y a toujours une vision des femmes comme devant être proscrites dans les espaces domestiques. Il y a toujours beaucoup de violences basées sur le genre et elles sont de plus en plus évoquées sur la scène médiatique. Le mariage des enfants, la question de la dot aussi reste extrêmement importante, même si elle a été interdite déjà avant même la promulgation d'une constitution laïque. Les pratiques de la sati ont été éradiquées depuis très longtemps, donc je n'en parlerai pas. Par contre, l'exil menstruel, lui, il est encore très présent. Et je vais clôturer ma présentation en évoquant cette question. Alors, l'exil menstruel, que l'on appelle le chaupadi en népali, il consiste à écarter les femmes pendant leur période de menstruation, puisque l'idée est que ces menstruations, elles représentent une forme d'impureté et que les femmes, lorsqu'elles sont réglées, lorsqu'elles perdent leur sang de manière involontaire, donc, elles risquent de contaminer leur environnement direct. Bon, c'est pas si surprenant, hein. Vous savez, ma grand-mère, elle me disait de ne pas faire de la mayonnaise quand j'étais réglée. C'est le même genre de pratique, sauf que le chaupadi, il a mené à la mort de très nombreuses femmes. Cet exil menstruel, c'est pas seulement le fait de ne pas cuisiner, c'est carrément le fait de les mettre en dehors des espaces domestiques. Dans les régions des hautes montagnes, par exemple, les femmes vivent, comme on le voit sur cette photo de Himalayan Times, vivent dans des étables et dans des contextes climatiques pas du tout adaptés. Et encore tous les ans, il y a des femmes qui meurent de cette pratique du chaupadi. Et pourtant, cette pratique du chaupadi, et ça c'est vraiment mes terrains qui m'ont permis d'apporter cette analyse, fait l'objet de ce que les sociologues américains, notamment à Chicago, ont appelé le retournement du stigmate, puisqu'il y a une forme de stratégie de ces femmes, des femmes en général, pour utiliser cette vision de l'impureté pendant les règles à leur avantage. Mes amis népalaises dans ma famille d'accueil notamment me disaient « moi je suis bien contente parce que quand je suis réglée, je ne dois pas faire les cloches du matin, faire mes bénédictions, cuisiner, donc ça me fait quelques jours de repos ».
Et puis, surtout, je pense que ce qu'il est extrêmement important de mentionner par rapport à ce retournement du stigmate, c'est que les femmes, lorsqu'elles accouchent et qu'elles perdent les lochies pendant environ en moyenne 1 mois du sang, après l'accouchement, elles ne font rien. Elles ne cuisinent pas, elles ne s'occupent pas de l'espace domestique. Et donc, c'est leur famille, puisque souvent elles vivent dans le cadre de familles élargies, qui sont en charge de ces aspects-là. Chose qui, au regard de nos pratiques occidentales, peut être conçue comme étant beaucoup plus juste pour les femmes, puisque dans nos sociétés occidentales, pensez à l'image de Kate Middleton lorsqu'elle sort de son accouchement, toute fraîche, toute pimpante, et qui peut reprendre ses activités professionnelles presque au lendemain de son accouchement. On a un peu cette image des Wonder Woman capables de tout, à peine sorties de la période postnatale. Eh bien là, le Chowpatty, il est interdit, mais il a été quand même réapproprié et hybridé avec des visions féministes qui promeut la bienveillance et le bien-être des femmes. Alors on a aussi des approches féministes hindouistes, notamment quelques sectes qui vénèrent les déesses Shakti. Et puis, sur la question des liens entre politique et religion, les maoïstes qui se déclarent ne pas vouloir suivre les préceptes religieux sont pourtant très fortement impliqués dans des pratiques religieuses, que ce soit parmi les personnalités les plus influentes et les plus charismatiques du mouvement, tant parmi ces personnalités que parmi les soldats, les guérilleros qui ont contribué à la guérilla maoïste. Il y a la vénération en particulier, il y a un phénomène de réincarnation de déesses qui a été observé et qui a été très très observé depuis le début des insurrections maoïstes et encore aujourd'hui. Ce sont des jeunes femmes issues de toute caste et de toute religion, donc parfois même des femmes bouddhistes, qui se disent possédées par des petites déesses, par la déesse, et qui renversent un peu le système des castes parce qu'elles sont vénérées comme des déesses vivantes, alors que, je ne parle pas des Kumaris, je parle vraiment de ces filles possédées, vénérées comme des déesses vivantes, et que de nombreux guérilleros sont allés consulter pendant les marches et pendant les campagnes maoïstes dans les régions rurales. Voilà, je conclurai. J'ai dépassé mon temps, mais j'espère que ce n'est pas trop quand même. Je conclurai en évoquant le fait qu'il y a toujours de très nombreuses problématiques en lien avec les violences basées sur le genre, les inégalités économiques, les inégalités d'accès aux ressources, mais que d'un autre côté, on voit qu'il y a effectivement eu des grandes évolutions au Népal ces dernières années, liées à la montée, liées à la laïcisation, liées aux nouveaux textes politiques qui ont été promulgués récemment, et que, en guise de conclusion, en fait, je dirais que à la fois l'hindouisme, même s'il n'est plus une religion nationale, il joue toujours un rôle important. Par exemple, le fait que le président du Népal ait remplacé l'ancien roi dans les rituels avec la petite Kumari, une autre déesse vivante à Katmandou ou dans d'autres villes. Et donc malgré la laïcisation, l'hindouisme joue toujours un rôle important en politique, et la politique joue toujours un rôle important aussi dans des rituels religieux. Et c'est peut-être aussi ce qui bloque l'évolution ou l'amélioration de la condition des femmes au Népal, puisqu'elles sont quand même encore toujours cantonnées à des rôles souvent limités à la sphère domestique. Voilà. Merci pour votre attention.